Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Gérard Larcher dévoile ses propositions sur la réforme constitutionnelle. Un sénateur et un député par département, avec la possibilité d'enchaîner plus de 3 mandats dans le temps. Quant à la menace d'un référendum brandi par l'exécutif, le président du Sénat n'y croit pas. Il espère trouver un terrain d'entente avec Emmanuel Macron. Est-ce vraiment possible et à quel prix? Le débat est à suivre. Le directeur de la communication de Lactalis devant les sénateurs, il a promis que le groupe allait collaborer avec l'Observatoire des prix et des marges, mais refuse toujours la publication des comptes de l'entreprise. Face au scandale de lait contaminé, le Sénat a multiplié les auditions pour restaurer la confiance des consommateurs et améliorer la loi pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. On en parle dans cette édition. Fin des séries L, ES et S, 4 épreuves en terminale, une évaluation en contrôle continu et un grand oral. Le bac nouvelle formule a été présenté par l'universitaire Pierre Mathiot. Il a été mandaté pour réformer cet examen bicentenaire, objet à plusieurs reprises de projets de suppression ou de réformes qui ont rarement abouti. Le détail des propositions dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, Gérard Larcher a présenté ce matin ses propositions sur la révision constitutionnelle. Sans surprise, il rappelle ses lignes rouges, pas de réduction du nombre de parlementaires sans une juste représentation des territoires et non à la limitation du cumul des mandats dans le temps, s'opposant ainsi à Emmanuel Macron, avec qui il espère toutefois trouver un consensus. Jean Brady. C'est la copie du Sénat pour une éventuelle révision constitutionnelle. 40 propositions consignées dans un livret et envoyées au président de la République ce matin. Gérard Larcher reprend ses conclusions et promet qu'il sera aux côtés de l'exécutif s'il s'agit de mieux faire la loi et de répondre aux attentes pour réconcilier les Français avec leurs parlementaires et la vie politique en général. Mais il rappelle aussi ses lignes rouges. Si cette réforme devait se résumer in fine à un artifice politique sans lendemain qui affaiblirait le rôle du Parlement, fragiliserait la représentation des territoires, elle serait contraire aux principes qui guident mon engagement. Dans la dernière ligne droite des négociations, Gérard Larcher se sait un interlocuteur privilégié du pouvoir, sans qui rien n'est possible. Gérard Larcher, aujourd'hui, est l'homme fort, incontournable. La clé de la réforme ? Qui pose ses conditions. Il affirme ainsi à la fois son rôle indispensable et en même temps il ne veut pas couper les ponts avec l'exécutif et avec le président de la République. Réputé pour ses talents de négociateur, Gérard Larcher voit mal le président faire fi du Parlement en convoquant un référendum sans vote préalable des deux assemblées. Mais je ne ferai surtout pas au président de la République, j'allais dire, le sentiment qu'il y aurait une défiance. Il y aura des débats, il y aura des points d'accord, il y aura des points de désaccord, mais en tous les cas, c'est dans le respect et la confiance. Chaque camp a posé ses conditions. Il faut désormais tenter de les concilier. C'est tout le défi que doit relever Emmanuel Macron s'il veut aller au bout de son projet. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui pour une première réaction en direct de la salle des conférences. Tam, avec vous, le sénateur Les Républicains de l'Ardèche, Mathieu Darnaud. Oui, Mathieu Darnaud, Gérard Larcher a donc profité de cette conférence de presse pour faire part du résultat des travaux du Sénat sur la révision constitutionnelle. Est-ce que vous êtes aussi confiant que lui dans le fait de parvenir à des points d'accord avec l'exécutif ? Confiant, oui, il faut l'être et il y a toutes les raisons de l'être dans la mesure où je rappelle que ces travaux qui ont été préparés depuis plusieurs semaines ici au Sénat font écho à toute une série de débats qui ont eu lieu au sein de la Conférence nationale des territoires et que les annonces faites par le président de la République ont évoqué certains objectifs et
la conférence de presse du président Larcher ce matin répond pour partie à ces objectifs avec des propositions claires de la part du Sénat. Gérard Larcher s'est voulu apaisant, s'est voulu plutôt positif, mais en même temps, on a bien senti que les lignes rouges dont on parle déjà depuis plusieurs semaines, eh bien, elles demeurent sur la question du non-cumul dans le temps, sur la question de l'injection d'une dose de proportionnelle ou encore sur l'inscription territoriale des parlementaires, un point essentiel pour lui. Oui, parce et pour que les sénateurs. Derrière, c'est pas simplement ces points auxquels vous faites référence, c'est la défense du bicamérisme, c'est l'équilibre même de nos institutions qui trouvent, grâce à ces propositions, des raisons de demeurer. Et je crois que le président Larcher a bien expliqué quel était l'esprit de ces propositions. Je pense notamment à la démocratie des territoires, aux liens nécessaires entre... On a beaucoup entendu parler des points de blocage, mais moins des réelles propositions d'amélioration du Sénat et dans ces 40 propositions. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a toute la question sur justement l'équilibre entre les territoires, le fait de faire en sorte, comme je le disais, que le bicamérisme soit renforcé. Tout ça, ce sont des sujets, des propositions fortes, encore une fois, qui font écho aux grands objectifs qui ont été présentés par le président de la République. Est-ce qu'on arrivait à un référendum, si les points de blocage demeuraient? Ça serait une catastrophe, et notamment un référendum avec l'article 11 qui ferait passer au-dessus des élus. Je ne parle pas de l'article 89 qui, lui, se ferait avec le concours du Parlement. Déjà, un référendum, c'est jamais une catastrophe. C'est jamais une catastrophe que de consulter le peuple de France. Pour autant, je crois qu'on a toutes les raisons de penser qu'on peut trouver avec le Congrès la capacité à avoir un aboutissement favorable et faire en sorte que les propositions du Sénat soient entendues et rejoignent certains objectifs ou certaines propositions qui seront faites à la fois par l'exécutif ou encore par l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Tam, et on reparlera des conséquences de ces propositions du président du Sénat avec mes invités dans un instant. Autre thème aujourd'hui abordé dans l'actualité du Sénat, c'est l'audition de Michel Nallet, le porte-parole de Lactalis. Le groupe est fortement critiqué pour son manque de transparence et sa communication dans l'affaire du lait contaminé, commercialisé malgré les demandes de retrait du ministère de la Santé. Ce matin, devant les sénateurs, le directeur de la communication a tenté de s'expliquer sans vraiment convaincre. Audrey Vuettez. Manifestement, ce matin, les sénateurs n'avaient pas face à eux l'interlocuteur de Lactalis qu'ils auraient voulu. Ils l'ont bien fait comprendre. Pourquoi votre PDG n'est pas là devant la représentation nationale? Je voudrais regretter l'absence de M. Beignet. Mais il est absolument anormal que ce soit le directeur de la communication qui soit présent devant nous parce que ce n'est pas une opération de communication. Réponse de Michel Nallet, le fameux directeur de la communication. La volonté de M. Beignet n'était pas aujourd'hui dans ce contexte médiatique très fort de venir s'exprimer. Par contre, j'ai pris un engagement qu'il rencontrera dans un climat plus apaisé les sénateurs dans le futur. C'est une nécessité. Michel Nallet n'est peut-être pas PDG de Lactalis, mais il parle au nom d'un industriel très discret, presque secret. Plusieurs sénateurs ont donc saisi l'occasion pour l'interroger sur le fait que Lactalis ne publie pas ses comptes comme l'oblige pourtant la loi. Ce que je voudrais rappeler, c'est que l'administration fiscale connaît très bien nos comptes. Mais d'après lui, le groupe refuse leur publicité au nom du secret des affaires. Mais ce matin, la commission des affaires économiques l'auditionnait surtout sur l'affaire des laits infantiles contaminés. Michel Nallet s'est à nouveau excusé au nom de son groupe avant de revenir précisément sur la chronologie des événements. Il a convenu que le rappel des produits successifs avait pu induire en erreur les clients et consommateurs. Un mea culpa qui n'a pas convaincu Quentin Guillemin, président de l'association des familles de victimes, venu l'écouter. Pourquoi ne répond-il pas aux questions précises des sénateurs aujourd'hui qui étaient quels sont les contrôles qui ont été réalisés dans cette entreprise entre 2005 et 2017 ? Par manque de temps, justifiera Michel Nallet. Tout n'est pas éclairci, mais pour la première fois, le groupe a ouvertement avancé une piste concernant la contamination dans l'usine de Cran. Nous sommes toujours sur l'hypothèse que ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le site au cours du premier semestre 2017 qui ont amené cette contamination. Dans une usine de Cran toujours à l'arrêt, le porte-parole n'est pas en mesure de donner une date pour un retour à la normale. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui. Vous êtes avec Laurent Duplon, sénateur Les Républicains de la Haute-Loire. Il assistait ce matin à cette audition.
Oui. Laurent Duplon, comment jugez-vous l'audition de ce matin du directeur de la communication de Lactalis? Est-ce que pour vous, ces explications et son mea culpa étaient suffisants? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que notre audition n'était pas un tribunal. Cela a été répété d'ailleurs à plusieurs reprises. Notre audition a été faite pour avoir des informations sur la procédure, sur la façon dont les sujets ont été abordés et d'avoir les explications aux différentes questions qu'on pouvait se poser. Je veux bien faire comprendre que par rapport à cela, ma réponse, elle est dépassionnée. À un moment donné, un sénateur se doit d'être le plus objectif par rapport aux faits qui se sont passés. Estimez-vous qu'il a répondu aux questions qui ont été posées? Par rapport à ces questions-là, oui, j'estime qu'il a répondu aux questions et il nous a donné, je pense, la chronologie des faits. Après, n'oublions pas qu'il y a une procédure judiciaire qui a été mise en place et qu'elle donnera ses conclusions et qu'elle permettra de savoir si ce qui nous a été dit était vrai ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, valeur aujourd'hui, les réponses qui nous ont été données, du moins pour moi, me satisfont. Il y a un certain nombre de sénateurs qui, eux, ont déploré déjà que ce ne soit pas le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, qui soit venu, et par ailleurs qui ont estimé que cela restait flou, par exemple, sur cet autocontrôle d'août 2017 qui n'a pas abouti à une application du principe de précaution, alors qu'il y avait des salmonelles qui avaient été détectées dans l'usine, pas dans les produits eux-mêmes, mais dans l'usine, par exemple. Oui, alors, moi, en étant sénateur, j'ai aussi un passé et j'ai de l'expérience sur ces sujets-là. Sur l'alimentation, aujourd'hui, on a, il faut le rappeler, une alimentation qui est la plus sécurisée du monde. On a aussi des procédures qui sont extrêmement lourdes et importantes, tant sur l'entreprise en autocontrôle que sur les différents procédés de contrôle faits par l'État ou par les différents corps associés. Donc aujourd'hui, je pense que de douter de ce système-là n'est pas obligatoirement une très bonne chose. Il faut avoir des éléments factuels pour pouvoir dire clairement il y a eu un problème ou il n'y en a pas eu. Vous estimez que les procédures actuelles sont suffisantes? Est-ce que ces auditions ne montrent pas que peut-être il faudrait prévoir d'autres types de procédures? Je pense que sur les procédures, quand on connaît la façon dont on contrôle au fur et à mesure les process, je ne pense pas qu'on ait besoin d'en rajouter. Maintenant, la question qu'on a à se poser, c'est qu'avec les nouveaux outils informatiques ou les nouvelles données, on peut peut-être faire des rappels de produits plus rapides et plus précis. Bien sûr, le nombre de distributeurs de ces produits-là est extrêmement important en France et que le simple fait de pouvoir passer devant une caisse enregistreuse peut peut-être permettre de pouvoir détecter le lot qui correspond à celui qui est retiré et de pouvoir dire « Ah ben non, ce lot-là, il était bien dans les rayons mais étant retiré, nous ne pouvons pas vous le vendre ». Donc c'est ces choses-là peut-être qu'il faut améliorer. Un meilleur rappel des produits. De là à sans cesse légiférer pour apporter plus de normes et plus de réglementation, c'est pas ma façon de voir les choses et je pense qu'il faut avoir plus de recul et plus de résultats pour savoir si on a besoin de cela. Merci beaucoup Laurent Duplon pour votre réaction à cette audition ce matin du directeur de la communication de Lactalis par les sénateurs. Merci à vous Tam. Dans le reste de l'actualité au Sénat, ce sont les ordonnances qui sont examinées par les sénateurs en séance publique. Alors on va tout de suite retrouver Saveria Rogek depuis la tribune de presse qui suit pour nous les débats. Saveria, où en est-on dans la discussion de ce projet de loi ? Eh bien Delphine, vous l'avez dit, les sénateurs sont donc en plein examen de ce projet de loi renforçant le dialogue social, c'est le terme. Alors cette réforme, il faut le dire, ce sont 5 ordonnances. Le Sénat en a déjà ratifié 2 hier, notamment celle sur la fusion des instances représentatives du personnel. Et ça, malgré l'opposition de la gauche qui parle elle de régression sociale. Cet article est une nouvelle restriction du dialogue social, c'est ce qu'a déclaré le sénateur communiste Pierre Laurent. Alors le Sénat, lui, devrait facilement ratifier ces 5 ordonnances. La commission des affaires sociales du Sénat approuve résolument la philosophie de cette réforme qui s'inscrit dans la lignée des travaux conduits par la commission des affaires sociales depuis 2014. C'est ce qu'a déclaré son président, le sénateur Les Républicains, Alain Milon. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle a défendu lors de la discussion générale les principales mesures instaurées par ces ordonnances, notamment l'inversion de la hiérarchie des normes, le plafond des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentant le personnel, ainsi que les ruptures conventionnelles collectives. Cet après-midi, donc les sénateurs examinent 2 ordonnances, celle sur la rupture du contrat de travail et le licenciement économique, ainsi que celle sur la négociation collective des ordonnances, donc je l'ai dit, qui devrait facilement être ratifiée par le Sénat. Delphine.
Merci à vous, Saveria. On ouvre à présent notre premier débat consacré aux propositions de Gérard Larcher pour une révision constitutionnelle utile à la France. Ce sont ces mots, le président du Sénat, qui ne croit pas à la menace d'un référendum et qui entend trouver un terrain d'entente avec l'exécutif. On l'écoute. Mais si réviser la Constitution a pour objectif de mieux faire la loi, de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, de réconcilier nos compatriotes avec leurs parlementaires et, j'allais dire plus globalement, avec la vie politique, de préserver la représentation des territoires, alors nous devons l'aborder positivement. En revanche, si cette réforme devait se résumer in fine à un artifice politique sans lendemain qui affaiblirait le rôle du Parlement, fragiliserait la représentation des territoires, elle serait contraire aux principes qui guident mon engagement. Cinq invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre de la Gontrie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Sénatrice socialiste de Paris, vous êtes membre de la Commission des lois. Avec nous également François Patria, bonjour. Vous êtes le président du groupe La République En Marche ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Hervé Marseille est également avec nous, bonjour. Vous êtes le président du groupe Union Centriste. Vous êtes par ailleurs membre de la Commission des lois et sénateur des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Philippe Bas, bonjour. Vous êtes le président de la Commission des lois. Bonjour. Sénateur Les Républicains de la Manche. Et pour nous éclairer, Jean-Philippe de Rosier, merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université Lille 2. Première question pour vous, peut-être François Patria. Qu'avez-vous pensé de cette conférence de presse de Gérard Larcher? Est-ce qu'il a finalement décidé de jouer le rapport de force avec Emmanuel Macron? J'ai participé à la commission avec les éminents juristes autour de moi. Cette commission, et je peux dire que dans cette commission, dans 9 cas sur 10, nous avons trouvé un accord. Alors, qu'est-ce que fait le président aujourd'hui? Le président est à la fois dans son rôle et dans son personnage. Habile, d'une volonté conciliatrice, mais dans le même temps, fixant des lignes rouges. Qui ces lignes rouges correspondent-elles à ce qu'a dit le président de la République lors du Congrès? Lors du Congrès, le président de la République a dit qu'il voulait une réduction d'1/3 du nombre de parlementaires, qu'il voulait un certain nombre de mesures qui étaient faites de la représentation territoriale par ailleurs, qu'il voulait introduire une part de proportionnel. Je pense que sur ces sujets, il est difficile aujourd'hui, au président de la République, de revenir en arrière. Donc, est-ce que c'est un point de rupture en disant je ne veux pas de rupture, je ne veux pas? Je ne le pense pas, parce que je connais la faconde du président. Je connais aussi sa ténacité et son habileté. Donc, vous dire s'il souhaite vraiment un accord, je n'en suis pas convaincu. Hervé Marseille, est-ce qu'on voit que le président du Sénat pose sur la table finalement l'ensemble de ses exigences? C'est un moyen de peser pour lui dans les négociations à venir? Écoutez, d'abord, c'est une réforme que le Sénat n'avait pas demandée. C'est une réforme qui est proposée par le président de la République. C'est légitime et on l'aborde tranquillement. Il y avait, François Patria vient de le dire, un groupe de travail qui regroupait toutes les sensibilités présentes au Sénat. Et moi, je veux saluer la façon dont le président du Sénat a abordé ce travail, parce qu'il a travaillé en toute transparence. François Patria l'a dit, on a travaillé collectivement et on a abordé l'ensemble des sujets. Donc il a restitué les travaux que nous avions réalisés et en même temps, il a défendu l'institution en disant, sur un certain nombre de sujets qu'on va peut-être aborder, on est globalement, à peu de choses près, tous d'accord pour dire que ça n'emporte pas d'observation. En revanche, c'est normal, il est dans son rôle institutionnel de président du Sénat, il défend le Sénat. Et à partir du moment où il va y avoir moins de parlementaires, et singulièrement moins de sénateurs, qu'on va parler de sujets qui ne sont pas dans la Constitution. Parce que là est le problème, c'est qu'on va aussi aborder des sujets qui sont hors Constitution, mais qui découlent de cette réforme constitutionnelle. Eh bien, c'est normal qu'il fasse connaître dès à présent les lignes de défense du Sénat en disant voilà ce que le Sénat n'acceptera pas, parce qu'il en va aussi de la vie du Sénat et de la vie de cette institution. Philippe Bas, avant de rentrer dans le détail des propositions du Sénat, à travers les propositions de Gérard Larcher, est-ce qu'il y a un risque, avec cette révision constitutionnelle, d'affaiblir le Parlement, selon vous? Les propositions du président Larcher, après les travaux de notre groupe de travail, qui ont été des travaux, je crois, on peut le dire, très, très approfondis, visent précisément à faire en sorte que cette révision constitutionnelle
soit l'occasion de renforcer les pouvoirs du Parlement. Au fond, nous sommes généralement des défenseurs de la Ve République, mais il ne faut pas que la Ve République installe une sorte d'hypertrophie du bloc majoritaire, un président tout-puissant, un gouvernement qui lui est subordonné, une Assemblée nationale déférente. Il faut qu'il y ait du débat, il faut, ne serait-ce que pour que tous les points de vue soient pris en compte, un Parlement qui joue pleinement son rôle de pouvoir délibératif. Au fond, le travail de la loi n'est pas fini quand le gouvernement l'a adopté en Conseil des ministres. S'il y a un Parlement dans notre pays, comme dans toutes les démocraties occidentales, c'est pour améliorer la qualité de nos lois. Et les propositions de Gérard Larcher, si vous les examinez dans le détail, vous voyez qu'elles tendent toutes à dire la question du nombre, parlons-en. Mais ce qui est important pour nous, c'est le rôle du Parlement. Si je dis du département, c'est que c'est un point important aussi, et on y viendra tout à l'heure. Le rôle du Parlement dans les institutions de la Ve République. Va-t-on vers une accentuation de l'hypertrophie du pouvoir exécutif adossé sur la majorité à l'Assemblée nationale, ou va-t-on vers un espace plus grand ouvert à la délibération? Eh bien, nous souhaitons aller vers un espace plus grand ouvert à la délibération parlementaire. Marie-Pierre Gontry, c'est comme ça que vous analysez ces propositions. C'est aussi un moyen de renforcer le rôle du Parlement, de placer au cœur des débats cet aspect de la délibération, comme vient de le dire Philippe Bas. Je crois que d'abord le président du Sénat, et tout le monde l'a salué, a pris une initiative qui était tout à fait bienvenue, de faire travailler tous les groupes du Sénat ensemble sur ces questions. Et il est dans un rôle institutionnel. Président du Sénat, il est normal que cette Assemblée soit acteur de cette réforme annoncée par le président de la République. C'est vrai qu'on ne sait pas encore très bien si ce serait une réforme constitutionnelle ou institutionnelle, mais pour le coup, moi je trouve intéressant que le président du Sénat ait élargi le champ de la réflexion, parce qu'on a tendance à réduire le propos, et vous l'avez introduit de cette manière, à la question du nombre de parlementaires, qui est un sujet significatif, mais qui n'est pas l'essentiel de la réflexion, me semble-t-il, que nous devons mener en France sur l'équilibre de nos institutions. Alors, je rejoins Philippe Bas, vous voyez, comme quoi on peut être socialiste et LR et partager un point de vue. La question, c'est de savoir quel est le rôle qu'on veut donner au Parlement. Et moi qui suis parlementaire depuis peu, je vois bien les pistes sur lesquelles on pourrait sans doute améliorer les choses, parce que, quelles que soient les situations politiques, il faut des contre-pouvoirs. Toujours. Et il ne faudrait pas que la réforme institutionnelle et ou constitutionnelle amène à réduire le rôle de ces contre-pouvoirs. Donc voilà, après il y a sans doute une démarche un peu tactique de la part du président du Sénat qui fixe des lignes rouges. Bon, c'est l'avis du président et de sa majorité. Les socialistes feront connaître dans quelques temps leurs propres propositions et nous allons avancer. Mais je pense que la démarche est intéressante. Et puis, il y a des sujets sur lesquels nous nous retrouvons. Alors, on en va aborder dans le détail ces propositions. On attendait beaucoup Gérard Larcher sur la question de la réduction du nombre de parlementaires. Voici sa réponse. Mais c'est pas le seul. Un parlementaire hors sol. C'est un parlementaire affaibli. C'est un parlementaire, à terme, dépourvu de la matière brute qui lui permet d'éclairer les travaux de contrôle et les travaux législatifs. Il nous faut donc concilier la démocratie du nombre et la démocratie des territoires et de la représentation des citoyens qui y vivent. C'est la raison pour laquelle nous proposons de préserver l'ancrage territorial des parlementaires en prévoyant à l'article 24 de la Constitution l'élection au moins d'un député et d'un sénateur par département ou par collectivité à statut particulier ou par collectivité d'outre-mer. Et vous pouvez déjà mettre un coup de stabilo là-dessus. Ce n'est pas une proposition pour faire bien. Jean-Philippe Derozier, un député et un sénateur par circonscription, ça vous semble un bon ratio selon vous, par département? Par département, oui, pas par circonscription. La question n'est pas celle du ratio, mais véritablement de ce qu'a dit le président Larcher avec son coup de stabilo. Stabilo, c'était l'outil indispensable ce matin. Il n'a pas posé les lignes rouges, mais les lignes jaunes, le stabilo étant généralement jaune. Et la première condition, c'est d'inscrire dans la Constitution un minimum par département de un député et un sénateur. Et là, je crois que c'est une volonté très nette
intangible. Je ne suis pas, tel que cela a été formulé, je ne pense pas que le président Larcher reviendra sur ce point-là, pour faire la moindre réforme qui supposerait l'accord du Sénat. Et donc, même s'il s'agissait de réduire le nombre des parlementaires, il faudrait en passer par l'inscription de ce minima dans la Constitution. Sur la question du ratio, puisque vous m'avez interrogé sur ce sujet, ça porterait à au moins 100 sénateurs et 100 députés, auxquels s'ajouteraient ceux issus des collectivités à statut particulier et de l'outre-mer, disons 110 au minimum environ, et il serait complété par d'autres députés et d'autres sénateurs dans les départements plus nombreux. Ce qui apporte à une deuxième difficulté, qui est la réduction souhaitée d'un tiers, qui réduirait à 400 députés, là passerait encore, mais à quelques 230 sénateurs, 240 sénateurs, là ça devient un petit peu plus compliqué. Si c'est constitutionnalisé, a priori, ça deviendra constitutionnellement possible. Mais il y aura des disparités entre territoires qui pourraient conduire à, non pas des parlementaires hors sol, comme le signale le président Larcher, mais à des parlementaires qui n'arriveraient pas à couvrir toute leur circonscription et qui donc seraient hors personne, et pas hors sol, mais hors personne, c'est-à-dire qu'ils ne seraient plus suffisamment au contact de leurs électeurs. Est-ce que cette proposition, François Patriat, a des chances de trouver une oreille attentive de la part d'Emmanuel Macron? Si on reprend une par une les lignes jaunes du président, on pourrait les reprendre si vous voulez. Prenons celle-là. Un député, un sénateur par département, personne n'a pensé qu'il n'y aurait pas ça. Je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois pas dans l'esprit du président, proposition, qu'il n'y ait pas un sénateur ou un député par département. Le ratio par député, ça doit être 110 000 habitants. Donc il n'y a pas de département de moins de 100 000 aujourd'hui, mais qui, enfin à peu près. Donc tous les départements auraient un député. Et tous les départements auraient un sénateur. Je crois que la Creuse, c'est 70 000. Oui, la Creuse. Et il y a aussi la Lozère. La Lozère que je connais bien par ailleurs, dans laquelle il y a un sénateur aujourd'hui. Et il ne me semble pas que la Lozère se trouve mal défendue. Il y a un sénateur et non des moindres qui est présent sur le territoire. Bon. Donc ça, c'est assez acquis. Après, il y a d'autres choses. Moi, je suis en désaccord avec certains points proposés par l'Assemblée aujourd'hui. Le président du Sénat est dans son rôle quand il dit aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule lecture à l'Assemblée après une commission mixte paritaire. Ça me paraît, ce serait la fin du bicamérisme. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de problème. De même que lorsque le président de l'Assemblée nationale propose pour les parlementaires dans la dose de proportionnelle une dose élevée, et j'y suis opposé aussi. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir plus de 10 à 15% proportionnel, mais en aucun cas une dose supplémentaire. Donc, je crois que c'est là qu'il faut trouver des marges de manœuvre sur la réduction du nombre. Je ne pense pas qu'on puisse bouger. Et sur le cumul des mandats dans le temps, je ne pense pas non plus. Ouais, Philippe Bas, ce n'est pas la condition d'un meilleur fonctionnement démocratique, nous a dit Gérard Larcher, cette réduction du nombre de parlementaires. Elles sont pourtant plébiscitées dans l'opinion publique. En tout cas, quand on entend François Patriat, on se rend compte que ce sont de vraies convergences qui ont été construites au Sénat sur cette révision constitutionnelle. Nous ne pourrions pas accepter que se créent en France des déserts démocratiques, comme on dit qu'il y a des déserts médicaux. Ceux qui en seraient les victimes, ce sont ceux qui sont les occupants de 80% du territoire, mais qui ne représentent qu'à peu près 20% de la population, il est vrai. Mais il faut raisonner non seulement en fonction du nombre d'habitants, de la démographie donc, mais aussi de la géographie. Si vous voulez que notre démocratie soit vivante, il faut qu'un représentant soit vraiment un représentant, c'est-à-dire qu'il soit en lien avec les citoyens qu'il doit représenter. Et quand on élit, si on décidait de le faire, et j'entends François Patriat, il ne saurait en être question en réalité, mais quand on élit ces représentants trop loin de chez soi, on ne les connaît pas, et les représentants finissent par ne plus représenter qu'eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'au lieu de rapprocher les citoyens de leurs élus, on les éloignerait. Et donc, nos concitoyens, au fond, moi je répondrais comme eux, ils aiment bien cette idée qu'il n'y ait pas trop de parlementaires. Je leur signale simplement que la moyenne des démocraties européennes, c'est 1 parlementaire pour 74 000 habitants. Nous sommes à 1 pour 72 000 et nous étions il y a 20 ans à 1 pour 69 000 et en 1960 à 1 pour 62 000. Mais c'est pour dire que nous n'avons pas, contrairement aux idées reçues qui ont été assez complaisamment répandues, plus de parlementaires que la moyenne des grandes démocraties. Mais je souscris à l'idée qu'il n'y a pas de nombre d'or ou de nombre fétiche
qui serait une sorte d'idéal absolu à rejoindre. Il faut d'abord poser des critères et des principes. Les critères et les principes que le président Larcher a fixés et sur lesquels nous sommes vraiment d'accord au Sénat, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un député et un sénateur par département, et que le département reste donc la circonscription de base d'élection des représentants de la nation. Hervé Marseille, il faut un équilibre entre députés et sénateurs. Il est actuellement de 62% pour les députés, 38% chez les sénateurs, avec cette circonscription de base de département. Vous êtes d'accord ? Absolument, je partage totalement l'avis de mon ami Philippe Bas. Je pense que dans cette affaire, soit on va baisser dans une certaine proportion le nombre de parlementaires. Est-ce que la loi sera mieux faite? Est-ce qu'il y aura plus de démocratie? Est-ce que la France marchera mieux? Augurons que ça soit le cas. En tout état de cause, ça va être une dilution des territoires qu'on avait déjà connue quand il y a eu le redécoupage des cantons, qui sont des grands cantons. C'est-à-dire que le poids de l'urbain prend de plus en plus de force. Quand vous êtes dans des territoires et des circonscriptions, qu'elles soient pour les députés ou pour les sénateurs, en l'occurrence le département, très grande et de plus en plus grande, le poids des villes importantes est d'autant plus puissant. Parce que la ruralité sont des petites communes. Et le sénateur, il faut qu'il aille de commune en commune pour glaner quelques voix de ci, de là. Et il faut faire beaucoup de communes pour arriver à compenser l'effet de la grande ville qui, elle, arrive avec un bloc de voix extrêmement important. Donc, c'est une dilution. Et une fois de plus, la ruralité, même si, d'un point de vue démographique, comme Philippe Bas vient de le dire, c'est pas la partie la plus importante dans notre pays. Mais il faut tenir compte de toutes ces femmes et de tous ces hommes, de tous ces élus qui vivent dans des petites communes, qui sont extrêmement nombreuses et qui méritent d'être présentés, dont les préoccupations méritent d'être portées, elles aussi, au Parlement. Alors, entre l'Assemblée et le Sénat, il faut effectivement garder un ratio. Il n'est pas écrit, mais on parle communément et on s'entend communément sur un ratio de 0,6 qui permet de garder, j'allais dire, au sein du Congrès, le poids respectif des deux assemblées. Et je crois qu'il y a un accord à peu près général, me semble-t-il, pour que ce ratio soit considéré comme un ratio convenable. La convergence sera atteinte sur ce point. En revanche, le non-cumul dans le temps, là, ce n'est pas acceptable pour Gérard Larcher. Il l'a rappelé ce matin, on l'écoute. La loi sur le non-cumul des mandats a déjà entamé le lien entre le parlementaire et le territoire au quotidien. Vient s'ajouter la question du cumul des mandats dans le temps des élus locaux et des parlementaires qui ne paraît pas acceptable en l'état pour une majorité du groupe du travail. Pas pour la totalité, même si nous n'avons pas procédé à des votes solennels. Nous avons tous travaillé ensemble. À mes yeux, comme à ceux, je le crois, du rapporteur, il porte atteinte à la liberté de choix des électeurs qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour lequel nous avons une certaine tendresse. Il ne trouve pas d'équivalent dans la plupart des démocraties. Et puis, je voudrais vous citer une statistique. Aujourd'hui, sur 3 mandats consécutifs, 348 sénateurs, il y a 7 sénateurs qui répondent à ce critère. Marie-Pierre de la Gontrie, il n'y a que 7 sénateurs concernés. Pour autant, le groupe socialiste est contre justement la limitation, le non-cumul dans le temps. Nous sommes favorables à la limitation, pour la limitation du nombre de mandats dans le temps, parce qu'on ne peut pas être à la fois pour un renouvellement de la classe politique et s'opposer à ça, sachant que 3 mandats, ça fait quand même entre 15 et 18 années selon les mandats. Mais il faudra sans doute distinguer en fonction de la nature des mandats. On sait qu'aujourd'hui, il est souvent assez difficile de trouver des personnes qui sont prêtes à consacrer leur vie, privée en tout cas, sans rémunération particulière, voire très très faible, pour être maire de toute petite commune. Et donc, parfois, il y a une grande difficulté par rapport à ça, et donc je pense qu'il va falloir avancer de manière très précautionneuse. Mais si vous le permettez, je vais profiter de ce que vous me donnez la parole pour vous dire que sur la réduction du nombre de parlementaires, moi je suis très gênée par quelque chose, c'est par l'aspect populiste de la proposition, qui d'ailleurs
concentre absolument tous les commentaires sur cette réforme institutionnelle qui pourtant a d'autres aspects qui sont plus importants et qui sont beaucoup plus conséquents pour la qualité effectivement de la loi. Je n'ai pas entendu un seul argument qui explique le pourquoi, sachant qu'on est dans une France dont la population augmente, et que donc mécaniquement, les parlementaires vont représenter de plus en plus de personnes. Donc c'est à la mode, vous l'avez dit, hein, les Français le plébiscite, je ne sais pas de quand date cette étude, mais je suis sûre que vous avez raison, parce que voilà, ça fait bien, parce que les élus, de toute façon, on a une image épouvantable, donc tout ça n'est pas très surprenant, mais comment est-ce qu'on objective le fait qu'avoir moins de parlementaires, c'est mieux ? Personne n'est capable de le dire, et c'est une espèce de cheval de bataille qui, moi, me gêne, parce que je suis parlementaire depuis 3 mois, hein, donc je ne suis pas en train de défendre je ne sais quel métier éternel, enfin bon, donc c'est pas du tout ça, et par ailleurs, j'ai un métier dans la vie. Mais voilà, ça me gêne, et donc la pente populiste peut-être la réponse de me François Patriat. Pourquoi, finalement, Emmanuel Macron souhaite réduire le nombre de parlementaires ? C'est pas parce que c'est moderne, c'est pas pour faire un coup politique, c'est parce que on voit bien que les Français considèrent qu'il y a, je ne dis pas trop d'élus en France, c'est perçu comme tel. Mais on ne va pas supprimer demain les conseillers municipaux, qui sont des bénévoles, qui consacrent leur vie. Marie-Pierre a raison de dire. Par contre, il apparaît aux Français que le nombre de parlementaires aujourd'hui leur paraît non correspondre à la réalité, parce que d'abord, ils ne connaissent pas le travail du Parlement, parce qu'ils ne connaissent pas le travail du Parlement, parce que dans le même temps, vous savez, il y a une porte de schizophrénie chez les électeurs. Ils veulent des parlementaires qui soient tout le temps au Parlement. Et quand je vois les nouveaux parlementaires aujourd'hui, qui sont élus, et qui sont tout le temps au Parlement, les nouveaux députés, donc les Français ont et que les gens, dans le même temps, me disent on ne les voit pas sur le terrain. On ne les voit pas. Vous savez, cette contradiction, elle est terrible entre l'exigence territoriale de la présence d'un parlementaire qui, pour être élu, doit aller sur le terrain, et dans le même temps, l'exigence de les voir toujours au Parlement. Je pense que... Et en réduisant le nombre de parlementaires, ça résout ce problème ? Je pense que ça ne change pas le problème en l'occurrence, mais voilà. je crois que le monde a changé. Alors moi je suis un peu inquiet, c'est vrai, parce que moi j'ai connu la vie des parlementaires. C'est populiste, dit Marie-Pierre de la Gontrie, cette réforme. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Des parlementaires qui n'auront plus le cumul des mandats. Sur le cumul, j'étais très réticent, moi. Plus de cumul des mandats, parce que je pouvais très bien être président de région et dans le même temps parlementaire ici. C'était assez complémentaire et je l'avais dit à l'époque. Mais j'ai de moi-même, je me suis appliqué toute ma vie que 2 mandats alors que je pouvais en avoir plus. Mais des parlementaires qui vont être tout le temps au Parlement, c'est vrai, tout le temps au Parlement, c'est vrai, qui vont être mieux entourés, mieux travailler. On va avoir des parlementaires à plein temps, mais qu'on ne demande pas aux parlementaires en même temps d'être des élus de terrain qui vont faire... C'est ça, c'est ce double métier avec dans lequel il va falloir trancher. Et là, je crois que les Français, c'est-à-dire dans leur sens de la démocratie, et j'ai pas le talent oratoire de Philippe pour dire juridiquement les choses, hein, mais dans le sens de la démocratie, ils veulent des parlementaires à plein temps, de surcroît, ils le souhaitent souvent, pas très bien payés, en robe de bure, qui arrivent, etc. J'entends bien, mais c'est ça aujourd'hui. C'est ça la réalité. Jean-Philippe de Rosier. Oui, moi en réalité, je vois 2 problèmes. Le premier problème, c'est la question des moyens du Parlement et des parlementaires qui ne bénéficient pas de suffisamment de moyens, qu'ils soient matériels, humains et financiers. Et le deuxième problème, c'est la charge de travail. C'est difficile à faire passer ça dans l'opinion publique. On est plutôt dans une réforme inverse. Mais c'est difficile à faire passer. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique n'a sans doute pas suffisamment connaissance de ce qui se passe au quotidien au Parlement. Parce que les élus, ou disons les plus médiatiques d'entre eux, sont justement plus occupés à glaner quelques médias, à aller serrer des mains sur les marchés, plutôt qu'à expliquer ce qu'ils font vraiment au Parlement. Et il y en a des parlementaires qui sont comme ça. Ça, je ne le mets absolument pas en doute. Pour renforcer les moyens du Parlement, des parlementaires, la solution qui est proposée actuellement, c'est de réduire le nombre de parlementaires pour, à moyen constant, puisque les caisses de l'État sont dans l'état que l'on connaît, on va pouvoir augmenter les moyens des parlementaires qui restent. Et étant donné que l'on entre dans une ère nouvelle du Parlement du non-cumul, on considère que, comme les parlementaires deviennent des parlementaires à plein temps, eh bien, ce qu'ils faisaient avant, entre guillemets, à mi-temps, ils pourront le faire à moins, à plein temps. Ça, c'est pour le premier problème. Mais je voudrais aborder le deuxième, qui est la surcharge de travail. Que les parlementaires, effectivement, font les lois, contrôlent l'action du gouvernement et représentent la nation. Ils ont beaucoup à faire, c'est une action quotidienne. Et pour alléger cette charge de travail, il faudrait que, enfin, l'exécutif, le président de la République, le gouvernement, se pose la bonne question. À savoir, ne légifère-t-on pas trop ?
ne légifère-t-on pas trop? Alors, Et vous il faut interromps, absolument Jean-Philippe diminuer avant de le continuer nombre ce de débat. lois pour que justement les parlementaires puissent se concentrer à d'autres tâches et déployer mieux leurs moyens. On va poursuivre ce débat, mais on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences pour une nouvelle réaction politique à ces propositions du président du Sénat. Vous êtes avec Jérôme Durain, sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Oui, Jérôme Durain. On le voit en plateau, finalement, les discussions autour de la révision constitutionnelle portent aussi sur l'image qu'ont les parlementaires auprès des Français. Est-ce que le risque de cette révision constitutionnelle, c'est de justement viser à l'antiparlementarisme ou en tout cas à être un petit peu populiste? C'est ce que soulignait tout à l'heure Gérard Larcher lors de sa conférence de presse. Il est vrai que ce débat constitutionnel, il s'inscrit dans une vague d'antiparlementarisme qui est réelle. Et en même temps, on peut comprendre que les élus doivent rendre des comptes. On peut comprendre que plein de choses devaient changer, on peut comprendre qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu des erreurs. Voilà, tout ça est sur la place publique. Là, on va très très loin. Et donc, une réforme constitutionnelle, on ne la fait pas n'importe comment, sur un coup de tête ou sous la pression d'un populisme ambiant. Donc, il y a un sujet, c'est la place du Parlement. Mais la place du Parlement, elle se définit par rapport à l'exécutif. Moi, j'aimerais qu'on parle plus de l'exécutif. On voit avec M. Trump, dans d'autres pays, dans d'autres modes de gouvernance, qui est un sujet sur l'impeachment. On pourrait se poser la question ici, en France, on fait quoi? Les mêmes dérives peuvent arriver. On a, nous, des sujets de calendrier électoral. On subordonne le Parlement, d'une certaine manière, à l'élection présidentielle. Il y a la question du septennat unique, qui est une question qui est sur la table. Autant de sujets qui ne sont pas du tout abordés là, dans le cadre de cette révision constitutionnelle. Il y a le Parlement, il y a l'exécutif, il y a la relation entre les deux. Et puis il y a le Parlement et la société. Et sur la société, il y a plein de sujets. Il y a la numérisation de la société. Il y a des consultations citoyennes nouvelles organisées. Il y a eu quelques textes à la fin du quinquennat précédent, je pense au texte République numérique porté par Axel Lemaire, où des consultations citoyennes ont permis de faire évoluer la loi. Donc ça, c'est un sujet. Il y a des sujets nouveaux. Un droit d'amendement pour les citoyens, par exemple? Par exemple, il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais en tout cas, il faut ouvrir du côté de l'exécutif, du côté de la société, et puis du côté de la numérisation. La neutralité du net, c'est un sujet qui s'est invité assez récemment dans le débat. C'est François de Rugy qui en a parlé. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça pose des questions démocratiques élémentaires, essentielles. Donc il faut qu'on ouvre et qu'on ne reste pas étriqué sur la question parlementaire. Est-ce que c'est parce que tous ces sujets, justement, n'étaient pas sur la table que finalement, le groupe socialiste au Sénat va donner ses propres propositions? Il a travaillé avec l'ensemble du groupe de travail qui a remis ses propositions ce matin, mais il veut garder sa voix propre. Oui, c'est exact, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'il y a eu un calendrier, un travail de Gérard Larcher qui est intéressant, qui place le Sénat au cœur des débats. Est-ce qu'il va assez loin pour vous, le travail de Gérard Larcher? Non, pas dans les deux sens où j'ai indiqué. Je pense qu'il faut le déborder sur la question exécutive et sur la question citoyenne. Mais globalement, c'est un travail intéressant. Il y a des mesures qu'on approuve, il y en a d'autres sur lesquelles on n'est pas très favorable. On l'entendait tout à l'heure, par exemple, sur la question du non-cumul dans le temps. Voilà, exactement. Donc c'est un travail dans lequel on s'est inscrit. Le groupe socialiste a été présent à toutes les réunions de travail. On a notre propre calendrier. Puis je crois qu'on va pouvoir formuler nos propositions maintenant que tout est sur la table. Merci beaucoup, Jérôme Durain, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Semaine de mai ici. Merci à vous, Tam. Alors, ces propositions ont-elles éloigné la perspective de cette menace brandie par l'exécutif d'un référendum? Le président du Sénat n'y croit pas. On écoute. Je fais confiance. Je fais confiance à la fois à la capacité de dialogue des parlementaires des deux assemblées et au dialogue avec l'exécutif. Je fais même ce pari-là. J'ai plutôt envie qu'il soit gagnant. Mais j'ai dit qu'il y avait des points. Le département, la commission mixte paritaire, sur lequel la position de notre groupe de travail, mais aussi la mienne, étaient des positions absolument formelles, parce que nous pensons que c'est notre responsabilité vis-à-vis du pays et qu'on ne résout pas une crise de confiance par un coup politique. Donc, voilà. Et je vous rappelle que le président peut toujours utiliser l'article 89. Pas la peine de se donner des faux frissons. Alors, Hervé Marseille, on entend le président du Sénat qui dit qu'il n'y aura pas finalement de référendum. Il invite le président à se saisir de l'article 89 pour un vote de cette loi organique dans les mêmes termes dans les deux chambres. Il est un peu trop confiant sur ce point, selon vous, Gérard Larcher? Moi, je crois que vous reprenez des propos du président du Sénat qui répondait à la question d'un journaliste. Je pense que la Constitution est très claire.
président de la République, il peut toujours faire état, à partir de l'article 89, d'un projet de loi constitutionnelle. Bon, c'est son choix. Moi, je partage l'avis du président du Sénat. Je pense qu'il faut plutôt parier sur la capacité de dialogue. C'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis des semaines, sur la capacité de dialogue des parlementaires. Ils sont là pour ça. Dans le Parlement, je veux dire, il y a parle. Je veux dire, c'est le rôle même du Parlement que de discuter d'une réforme constitutionnelle, comme des lois en général. Et donc, le président engage une procédure de réforme constitutionnelle. Il est légitime que le Sénat, comme l'Assemblée, examine les textes, fasse des propositions, des contre-propositions, que dans ces échanges naisse un compromis. Et moi, je suis confiant. Je ne vois pas, à partir des propositions que nous connaissons, il y en a peut-être d'autres, mais sur les sujets que nous avons évoqués collectivement, la plupart font l'objet de convergences extrêmement fortes. Je n'ai pas vécu de moment où, dans le groupe de travail qui nous réunissait, avec l'ensemble des groupes politiques, il y avait des difficultés importantes. On l'a dit, quelques sujets importants avec l'Assemblée nationale sur des problèmes de fonctionnement. Le président Patriat l'a rappelé, de ce qu'on appelle les navettes, parce qu'il est normal qu'on défende la place du Sénat dans les institutions. Et nous sommes attachés au bicamérisme, nous sommes des sénateurs, nous défendons la place du Sénat dans la fabrique de la loi, et nous voulons que tout ça s'améliore. Donc, ce qu'a dit le président du Sénat, c'était tout simplement ce qui, à nos yeux et à ses yeux, était important pour que tout ça aille dans le bon sens. Maintenant, il n'y a pas de raison objective pour que le président de la République aille au référendum. Maintenant, s'il choisit d'y aller, c'est son choix personnel. Cette convergence, elle permettra d'éviter justement ce recours au référendum par Emmanuel Macron ? Pour ce qui est certain, c'est que pour ce qui concerne le Sénat, vous avez entendu ce matin le président du Sénat, il a ouvert le dialogue. Il n'a pas opposé une fin de non-recevoir à la réforme. Et donc ça, c'est un point très important. La deuxième chose qui est certaine, c'est pour ça que moi je ne fais pas du tout de procès d'intention au président de la République, il est le gardien de la Constitution, c'est qu'on n'a pas le droit de réviser la Constitution en France sans l'accord du Parlement. C'est simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de référendum, puisque c'est une première étape, le vote de chacune des chambres, qui s'entendent sur une révision, et ensuite, le président de la République procède à la ratification par référendum du vote du Parlement, ou bien, par exception, il décide de réunir le Congrès qui vote au 3/5. Il a le choix à ce moment-là. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi la Constitution est aussi protégée. Parce que dans la Constitution, il y a les garanties fondamentales pour les citoyens. Suffrage universel, par exemple, l'égalité, les libertés, la Déclaration des droits de l'homme qui est dans le bloc de constitutionnalité. Imaginez un président ou une présidente mal intentionné qui fasse un référendum comme ça, sans passer par le Parlement, sans avoir le vote du Sénat, pour remettre en cause nos libertés. Eh bien, ce serait tout de même extrêmement grave. Et je crois donc que nous devons tous être solidaires pour défendre la Constitution. Et défendre la Constitution, c'est faire respecter les règles constitutionnelles de sa révision. La Constitution, c'est le pacte fondamental qui unit les Français. On ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. Philippe de Rosier, quel que soit le choix final du chef de l'État, il devra passer par le Parlement, c'est ce que nous dit Philippe Bas ? Sur la révision constitutionnelle, oui. On ne peut pas, on n'a pas le droit, je cite le président Bas, on ne peut pas réviser la Constitution sans passer par le Parlement. On peut la réviser par référendum, mais à la condition préalable que l'Assemblée nationale et le Sénat se soient accordés sur un texte identique. Ce qu'a fait De Gaulle en 1962 était une violation de la Constitution. Je me permets de dire, pardon, je vous interromps juste un instant parce que c'est intéressant l'histoire. De Gaulle venait d'échapper à un attentat. Il a failli être assassiné. À l'époque, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel. Il n'avait donc pas la légitimité populaire. Et le général de Gaulle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après moi ? Et il a voulu consolider les institutions de la Ve République qui ont été créées en fait en 2 étapes, 58 et 62. C'est un événement historique de premier ordre. Nous ne sommes évidemment pas dans ce genre de circonstances. Et une révolution juridique en violation de la Constitution. Ça ne fait pas un précédent juridique. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit. Et je suis à peu près convaincu
que le Conseil constitutionnel, désormais qui n'est plus le Conseil constitutionnel de 1962 ou de 1969, aujourd'hui le Conseil constitutionnel contrôlerait non pas le référendum lui-même, une fois qu'il se serait tenu, parce que ça effectivement il ne peut pas le faire, mais l'acte qui convoquerait les électeurs sur ce référendum, lequel, s'il était pris en matière constitutionnelle sur le fondement de l'article 11, contreviendrait à la Constitution, violerait le droit constitutionnel et serait donc annulé par le Conseil constitutionnel. Mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est donc autre chose qui se joue. C'est-à-dire c'est la conception du président de la République Emmanuel Macron des institutions françaises et de la Constitution et de la façon de l'appliquer. Donc on utilise ce terme de menace, vous vous rendez compte, menace du référendum. Personne n'a peur d'un référendum. Nous ici, nous sommes soumis à des élections régulièrement. S'il y a référendum, très bien, il y aura référendum. Mais quelle est la conception du président de la République? C'est-à-dire, doit-il considérer que le Sénat comme l'Assemblée sont finalement des institutions de second ordre, qu'il vaut mieux s'adresser directement à la population, ou est-ce que dans l'équilibre qui a été pensé, vous l'avez très bien dit Philippe Bas, par la Ve République, il faut effectivement prendre en compte les deux institutions qui sont l'Assemblée et le Sénat. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas du tout une menace de référendum. C'est cette appréhension préoccupante, me semble-t-il, c'est pas pour rien si certains lui ont donné le surnom de Jupiter, de vouloir passer par-dessus les institutions. Il n'a donné aucun élément allant dans ce sens. C'est pour ça que je crois que cette question qui est montée en épingle est parfaitement artificielle. Nous ne ressentons nullement la moindre menace sur ce travail parce que la Constitution est parfaitement claire et parce que nous faisons confiance au chef de l'État pour respecter la Constitution. C'est quand même le moins qu'on puisse attendre d'un président de la République. Qui est le gardien de la Constitution. Mais j'ajoute juste un point sur le référendum, très rapidement. Il ne peut pas y recourir directement en matière constitutionnelle, mais sur les matières qui ne relèvent pas de la Constitution, comme réduction du nombre de relève pas de la Constitution, sur la question également du cumul des mandats dans le temps, ou sur la question de l'introduction de la proportionnelle pour l'élection des députés, sur ça, il pourrait passer par référendum. Mais à mon avis, le président du Sénat, s'il se sentait ainsi écarté, ferait en sorte que la révision constitutionnelle voulue soit une Avant d'avancer ce débat, je voudrais simplement le cumul des mandats dans le temps. Vous ne pouvez pas faire un référendum de l'article 11 car c'est contraire à la Constitution. Je ne serais pas aussi tranché. Le suffrage, c'est le suffrage. Les principes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme sont de mon point de vue, et c'était la position à la liberté de choix des électeurs, à rappeler. Exactement, ça réduit sa liberté de choix et ça réduit la liberté de candidature. Ce sont deux principes reconnus par le Conseil constitutionnel. Alors, avant de vous donner la parole, François Patria, je vous propose d'écouter la réaction de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui a salué les points de convergence du Sénat, mais qui a dit sur les réformes, on n'abdiquera pas. On l'écoute. Chacun donne sa vision. Nous l'avons donnée. Nous sommes portés par le résultat des élections présidentielles, législatives, un choix clair des Français à ces deux élections. On ne peut pas dire que les débats n'aient pas eu lieu, on ne peut pas dire que ces propositions n'étaient pas connues, bien au contraire. Donc c'est notre légitimité et par ailleurs, moi je note que le Sénat et son président ne sont pas dans une logique d'obstruction, ne sont pas dans une logique d'opposition systématique. Et je m'en félicite, ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Et donc, je crois que nous avons matière à travailler. Alors, on a entendu François de Rugy qui salue le président du Sénat. Il n'est pas dans une logique d'obstruction. Néanmoins, il y a toujours ces fameuses lignes rouges. François Patria, vous dites que le chef de l'État, pour autant, il veut aller vite. Oui, d'abord, c'est la méthode du chef de l'État aujourd'hui. Non pas d'aller vite, mais d'avoir une méthode différente qui est celle de la concertation. Je signale que le chef de l'État a rencontré déjà à plusieurs reprises et le président du Sénat et le président de l'Assemblée, qu'ils ont déjà discuté longuement, qu'ils ont vu quels étaient les points sur lesquels on pouvait avancer. Maintenant, on a fait travailler les deux assemblées. Donc moi, je fais de procès à personne. Ce que je pense, c'est que le chef d'État souhaite qu'il y ait un congrès positif. Il souhaite aboutir à un accord entre les assemblées. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait ligne rouge. Il y a des bases de négociation. Je veux bien que chaque assemblée dise « voilà les points sur lesquels nous serions résistants ». Mais si c'est pas un casus belli, mais une ligne rouge infranchissable, je ne vois pas comment on pourrait avancer, effectivement. Il ne faut pas qu'il y ait de ligne rouge du côté du président de la République aussi, car on ne peut pas dialoguer s'il n'y a pas une volonté d'entente de part et d'autre. La position du Sénat, ça ne peut pas être une position d'alignement, mais vous en convenez, je crois, parce que vous avez défendu tout à l'heure un certain nombre de principes que nous avons en partage.
Hervé Marseille, pas de logique d'obstruction. Le groupe centriste est dans un esprit ouvert sur cette révision constitutionnelle ? Totalement, oui, je l'ai dit, donc je le répète. Et encore une fois, il n'y a pas que notre groupe. Beaucoup des groupes sont dans cette idée. Je ne connais pas un seul groupe au Sénat qui soit dans une logique d'obstruction. Je veux dire, quelles que soient les sensibilités politiques, chaque groupe a apporté sa contribution, a donné son avis. Le nôtre est parfaitement d'accord sur la plupart des points que nous avons évoqués. Alors, il faudra se poser la question, effectivement, pour l'Assemblée, de la proportionnelle, parce que, effectivement, sans rentrer dans le détail, le poids de la proportionnelle peut jouer un rôle. Sur le nombre de députés, il faut regarder cet équilibre au trébuchet, et il ne faut pas qu'il y ait trop peu non plus de parlementaires, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir couvrir le territoire, parce que vous avez aussi les Français de l'étranger, et vous avez aussi l'outre-mer français. Et donc, il faut qu'on tienne compte de l'ensemble de ces diasporas et de ces territoires, de façon à avoir une représentation aussi équilibrée que possible. Donc, pour l'instant, je pense que le dialogue va dans le bon sens. Maintenant, il faut rester prudent et continuer ce débat avec l'exécutif. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a socialiste est prêt aussi à soutenir le chef de l'État dans cette démarche de révision constitutionnelle, Marie-Pierre Dagon. Si vous voulez, nous, on attend d'abord de voir quelles sont précisément les propositions du chef de l'État, et donc on fera part de nos positions. Mais il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués et qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui, parce que comme il ne semble pas faire divergence entre nous, mais qui sont très importants. La suppression de la Cour de justice de la République, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour accroître l'indépendance du parquet, la présence des présidents de la République ou pas dans le Conseil constitutionnel. Il y a des choses, nous sommes tous d'accord, je pense, ici autour de ce plateau, un meilleur contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, peut-être que voilà, ça ne peut pas passionner tout le monde. C'est un tort, parce que c'est vraiment aussi l'utilité des assemblées. Donc, nous, par nature, on est très, j'allais dire constructif, mais il pourrait y avoir un malentendu sur le terme, cher François Patriat. Il y a déjà un groupe ici au Sénat. Qui est très constructif. Mais, voilà, mais on va bien voir. Mais effectivement, il y a certains sujets sur lesquels nous ne serons peut-être pas d'accord. Mais j'espère qu'il y aura une voie. On ne peut pas négocier tout seul. C'est-à-dire qu'il y a, s'il y a discussion, il faut que tout le monde soit prêt à avancer vers l'autre. Mais est-ce que le président de la République est prêt? Je ne sais pas. Merci à vous, Marie-Pierre Dagontry. Merci François Patriat. Merci Philippe Bas. Merci Hervé Marseille. Merci Jean-Philippe Derosier. C'est aujourd'hui que l'universitaire Pierre Mathiot a présenté ses pistes pour réformer le bac, ce monument national, et refondre les programmes de terminale. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le détail des préconisations avec Aurélien Romano. Ces scènes d'attente des résultats devant les lycées seront-elles bientôt des images du passé? La réforme du baccalauréat prévoit en effet de ne plus concentrer toutes les épreuves en juin, mais de passer le bac en plusieurs fois. 2 épreuves en première, 4 épreuves en terminale, dont 2 au printemps. Une bonne piste pour les organisations lycéennes ayant participé à la concertation. Ce qui est bien sur ce côté-là, c'est d'avoir moins de stress. Nous, ce qu'on préconisait, c'était des partiels. C'est quelque chose avec un partiel qui fait la moitié du programme à l'issue du mois de janvier et un autre vers juin. Comme ça, on gardait l'unité de l'épreuve. Là, on va faire attention à ce que ce soit le cas à l'issue des concertations. Des syndicats vigilants car certaines matières seront évaluées en contrôle continu, un mode d'évaluation jugé inégalitaire. Grande nouveauté de cette réforme, la suppression des filières L, S ou ES. Les lycéens auront un socle commun de matières. Pour le reste, ils feront le choix d'une combinaison de majeurs avec des options à choisir dès la classe de seconde. Et le risque, c'est que des personnes qui sont en seconde fassent de l'orientation pour globalement jusqu'au master. Et quand on a 15 ans, je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'avoir quand même cette prévoyance d'esprit et d'être capable, alors qu'on est aujourd'hui avec des terminales qui vont avoir des difficultés à s'orienter, eh bien j'imagine qu'en seconde, on court à la catastrophe. Dernière grande nouveauté, une épreuve orale de 30 minutes. Le lycéen présenterait un projet lié à une de ses majeures choisies. Alors que le mouvement de contestation des gardiens de prison entre dans sa 10e journée, la gestion de cette crise par Nicole Belloubet est de plus en plus pointée du doigt. Hier, les syndicats ont quitté la table des négociations et refusent de dialoguer avec la garde des Sceaux, Clément Perrault. 10e jour de mobilisation des gardiens de prison ce mercredi et toujours pas de sortie de crise en vue. Les blocages se poursuivent dans plusieurs établissements, notamment à Fresnes, où le transfert à son procès de Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes des attentats du 13 novembre, a été perturbé. Le conflit s'enlise et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, devient une cible pour l'opposition. Être ministre de la Justice, vous êtes au cœur de l'état de droit.
au cœur de notre sécurité. Donc aujourd'hui, ça la dépasse. Juriste brillante, ancienne élue PS mais novice au poste de ministre, Nicole Belloubet était membre du Conseil constitutionnel avant sa nomination place Vendôme. Elle est parfois perçue comme une technocrate peu en prise avec la réalité du terrain. Avec Nicole Belloubet et la crise des prisons, on est face aux limites du système En Marche, aux limites d'un système technocratique. On choisit des ministres comme au début de la Ve République sur leurs compétences, pas sur leurs capacités politiques. Quand il y a des problèmes avec les syndicats, avec la base des syndicats qui contestent la direction des syndicats, on a un cocktail explosif. Concrètement, il lui est notamment reproché d'avoir sous-évalué la gravité de la crise. Elle s'est rendue à Vendin-le-Vieil 4 jours après l'agression, une éternité en matière de communication politique. Que quand il se passe quelque chose sur le terrain, un ministre doit y être dans les 2 heures. C'est un peu absurde parce qu'il ne va rien changer à la situation, mais symboliquement les gens y tiennent. Quand il s'est passé une agression, il faut aller voir le personnel tout de suite. La gestion laborieuse de ce conflit interroge de la part d'un gouvernement souvent jugé très habile dans sa communication. Elle intervient alors que les dernières enquêtes d'opinion montrent une baisse d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, la fin peut-être de l'état de grâce. Et on continue les réactions politiques avec vous, Tam Trani. À vos côtés, la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Laurence Cohen, vous qui avez-vous pu vous rendre compte de la situation des centres pénitentiaires sur place en vous rendant dans la prison de Fresnes il y a quelques jours par une visite surprise. Quel regard est-ce que vous portez sur cette 10e journée de blocage dans les prisons? Écoutez, je pense vraiment que les surveillantes et les surveillants sont excédés, que les conditions de travail sont mauvaises, qu'ils l'ont dit. À raison. Et excédé à raison parce qu'effectivement, l'état des prisons d'une manière générale est quand même déplorable. Il y a une surpopulation carcérale, donc c'est difficile, que leur métier n'est pas manque d'effectifs, leur métier n'est pas pris en compte, n'est pas valorisé, le salaire non plus, et il manque du personnel, donc c'est normal que cette colère à un moment donné éclate. Et comment jugez-vous l'attitude de Nicole Belloubet? La garde des Sceaux a-t-elle été à la hauteur de ces enjeux? Est-elle encore à la hauteur? On sait qu'elle est critiquée ces derniers jours. Alors écoutez, moi j'ai entendu les syndicats dire qu'ils ne pouvaient plus négocier avec la ministre de la Justice. Ce que moi je ressens sur les propositions qu'elle a faites, notamment en matière d'effectifs, puisqu'elle a proposé 1100 places en 4 ou 5 ans. On voit bien que c'est insuffisant. Il y a déjà actuellement, je crois, 2500 places qui sont vacantes. Il est prévu qu'en 4-5 ans, il va y avoir 6000 départs à la retraite. Donc ça n'est pas à la hauteur d'un encadrement effectivement des détenus dans les prisons françaises aujourd'hui. Donc en fait... Les syndicats se disent aujourd'hui à nouveau prêts aux négociations, mais sous conditions. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le gouvernement, d'une manière générale, parce que je crois que la ministre de la Justice, finalement, elle est la voix du gouvernement et du président Macron, eh bien, ait la possibilité, et en tout cas, pour moi, ça serait un devoir, qu'elle puisse effectivement satisfaire un certain nombre de revendications des surveillantes et des surveillants, notamment le nombre de personnel. Aujourd'hui, ils sont à flux tendu, ils sont en nombre insuffisant, il manque des postes. Il faut donc répondre par un plan d'urgence et répondre vraiment de manière claire et nette, et surtout pour écouter ce qu'ils disent. C'est-à-dire ils ne sont pas en capacité aujourd'hui d'assurer la sécurité dans les prisons. Un mot sur la prison de Fresnes que vous aviez visitée avec votre collègue Pascal Savoldelli. Tous deux, vous avez adressé une lettre justement à Nicole Belloubet pour alerter sur la situation de cette prison. Quelle est-elle, cette situation? Alors la situation à Fresnes est particulièrement grave puisqu'on est dans des locaux qui sont extrêmement vétustes, délabrés, où il y a finalement des conditions qui sont telles au niveau de l'insalubrité qu'on constate l'invasion de punaises, de rats, donc il n'est pas possible pour les détenus d'avoir un respect ne serait-ce de leur dignité, et les surveillantes et les surveillants ressentent eux aussi cette dégradation. Et puis quand par exemple ils sont obligés d'extraire les détenus de leur cellule pour les conduire à une douche qui est à l'extérieur, qui est terriblement aussi délabrée, et ce 3 fois par semaine, ils n'assurent pas leur mission autre. Merci beaucoup Laurence Cohen d'avoir répondu à nos questions. On a donc entendu votre cri d'alarme général et notamment sur la situation de la prison de Fresnes. Merci à vous. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. On retourne à présent dans l'hémicycle où les sénateurs poursuivent l'examen du projet de loi sur la réforme du Code du travail pour ratifier les fameuses ordonnances. Saveria Roget, où en est-on dans les débats?
Absolument Delphine, eh bien, les sénateurs sont toujours en plein examen de 2 ordonnances, précisément celle sur la rupture du contrat de travail, licenciement économique, ainsi que celle sur la négociation collective. Alors dans l'hémicycle, la gauche bataille pied à pied contre ce qu'elle qualifie de régression sociale. Je vous propose d'écouter à ce propos la sénatrice socialiste Sophie Taillé-Polian. Ce qu'on observe dans ces ordonnances, c'est que par petites touches, on fragilise, quand on ne les supprime pas pour les entreprises plus petites, soit les instances représentatives du personnel, en les fusionnant, en enlevant un certain nombre de prérogatives, soit en fragilisant les élus, comme on vient de le voir lors du précédent débat. Et là, autre petite touche, puisqu'il est prévu que l'employeur n'a plus de nombre maximum de collaborateurs pour assister avec lui aux réunions de l'instance. Si on a en face de soi un nombre très important de gens qui entourent l'employeur pour des salariés qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer en public, ce sont autant de choses qui rendent l'expression des salariés plus difficile. C'est la raison pour laquelle on avait auparavant un nombre limité de collaborateurs autour de l'employeur, que nous proposons donc de rétablir, afin de permettre à ce que l'expression des salariés dans ces instances puisse être pleine, puisse être entière. Voilà donc pour la position de la gauche. La droite, elle approuve une réforme qui s'inscrit bien dans la lignée des travaux conduits par la majorité sénatoriale depuis 2014. C'est ce qu'a encore rappelé le président de la commission des affaires sociales du Sénat, le sénateur Les Républicains, Alain Milon. Voilà donc Delphine pour ces ordonnances qui devraient être facilement ratifiées par le Sénat. Merci à vous, Saveria. Dans le reste de l'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est l'audition de Michel Nallet, le porte-parole de Lactalis. Le groupe est fortement critiqué pour son manque de transparence et sa communication dans l'affaire du lait contaminé, commercialisé malgré les demandes de retrait du ministère de la Santé. Ce matin, devant les sénateurs, le directeur de la communication a tenté de s'expliquer sans vraiment convaincre. Audrey Vuettaz. Manifestement, ce matin, les sénateurs n'avaient pas face à eux l'interlocuteur de Lactalis qu'ils auraient voulu. Ils l'ont bien fait comprendre. Pourquoi votre PDG n'est pas là devant la représentation nationale? Je voudrais regretter l'absence de M. Beignet. Il est absolument anormal que ce soit le directeur de la communication qui soit présent devant nous parce que ce n'est pas une opération de communication. Réponse de Michel Nallet, le fameux directeur de la communication. La volonté de M. Beignet n'était pas aujourd'hui dans ce contexte médiatique très fort de venir s'exprimer. Par contre, j'ai pris un engagement qu'il rencontrera dans un climat plus apaisé les sénateurs dans le futur. C'est une nécessité. Michel Nallet n'est peut-être pas PDG de Lactalis, mais il parle au nom d'un industriel très discret, presque secret. Plusieurs sénateurs ont donc saisi l'occasion pour l'interroger sur le fait que Lactalis ne publie pas ses comptes comme l'oblige pourtant la loi. Ce que je voudrais rappeler, c'est que l'administration fiscale connaît très bien nos comptes. Mais d'après lui, le groupe refuse leur publicité au nom du secret des affaires. Mais ce matin, la commission des affaires économiques l'auditionnait surtout sur l'affaire des laits infantiles contaminés. Michel Nallet s'est à nouveau excusé au nom de son groupe avant de revenir précisément sur la chronologie des événements. Il a convenu que le rappel des produits successifs avait pu induire en erreur les clients et consommateurs. Un mea culpa qui n'a pas convaincu Quentin Guillemin, président de l'association des familles de victimes, venu l'écouter. Pourquoi ne répond-il pas aux questions précises des sénateurs aujourd'hui qui étaient quels sont les contrôles qui ont été réalisés dans cette entreprise entre 2005 et 2017 ? Par manque de temps, justifiera Michel Nallet. Tout n'est pas éclairci, mais pour la première fois, le groupe a ouvertement avancé une piste concernant la contamination dans l'usine de Cran. Nous sommes toujours sur l'hypothèse que ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le site au cours du premier semestre 2017 qui ont amené cette contamination. Dans une usine de Cran toujours à l'arrêt, le porte-parole n'est pas en mesure de donner une date pour un retour à la normale. Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Henri Cabanel. Bonjour, sénateur socialiste de l'Hérault. Vous avez assisté ce matin à cette audition. On va bien sûr en parler sur ce plateau. Joël Labbé, bonjour. Vous êtes sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE, sénateur du Morbihan. Merci d'être avec nous. Guillaume Chevrollier est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Mayenne. C'est dans ce territoire que se situe l'usine Lactalis. On va en parler. Alain Bazot est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président de
l'UFC Que Choisir. Et j'accueille enfin Amaury Bessard. Bonsoir, vous êtes directeur de la communication, directeur communication sensible de l'agence Chan. Vous êtes par ailleurs l'ancien directeur de la communication de l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA. Première question pour vous, Guillaume Chevrollier. Qu'avez-vous retenu de cette audition? Est-ce que vous avez partagé la déception de vos collègues sénateurs qui finalement souhaitaient avoir Emmanuel Beignet devant eux ce matin? Je crois que ce qu'attendent les Français et la représentation nationale, et on salue l'initiative du Sénat d'avoir organisé ces auditions pour permettre de faire la lumière, même si la justice est saisie, l'Assemblée nationale lance une commission d'enquête. Bref, je pense qu'il faut de l'information. Après, ce matin, on a auditionné plus qu'un directeur de la communication. Monsieur Nallet a des responsabilités plus importantes. C'est la volonté du président de cette entreprise familiale, qui est un grand groupe implanté sur notre territoire, dont le siège est à Laval, en Mayenne, et qui est présent dans de nombreux pays. Sont des milliers de collaborateurs. Le président ne souhaite pas s'exposer, c'est sa liberté. Après, il a envoyé un représentant de très haut niveau s'exprimer. Je pense qu'il a répondu aux questions des sénateurs. Il y a des investigations qui sont menées dans l'usine pour trouver l'origine de la contamination. Je pense qu'on est face à une entreprise qui assume ses responsabilités. Et là, le directeur de la communication a répondu aux questions qui étaient posées par les sénateurs. Vous partagez cette analyse? Vous avez le même sentiment, Joël Labbé, une entreprise qui assume ses responsabilités? Non, pas suffisamment. Et pour revenir à la présence de M. Nallet, on ne voit que lui partout, dans tous les médias, seulement lui, pas du tout le grand patron dans ce cas-là, parce que c'est un communicant. Et s'est exprimé Emmanuel Beignet dans le journal du dimanche il y a 15 jours. Oui. Maintenant, la représentation nationale était quand même en droit d'avoir la présence du patron Emmanuel Beignet. D'autant plus que M. Nallet n'est pas n'importe qui. Il est chargé de communication dans le groupe Lactalis, mais il est aussi président d'Euromilk, ce consortium d'entreprises laitières européennes est très spécialisé dans le lobbying auprès de Bruxelles. Ne l'oublions pas. Henri Cabanel, qu'avez-vous pensé de cette audition? Je suis assez mitigé parce qu'effectivement, M. Nallet s'est excusé comme il l'a fait et qu'il le fait chaque fois qu'il communique, mais il n'a pas complètement répondu à nos interrogations. Dans ses propos, il a dit qu'il avait appliqué le principe de précaution quand il a fallu retirer les produits. Moi, la question que je lui ai posée, c'est qu'effectivement, les premières traces dans la chronologie qu'il nous a exposée datent donc du mois d'août 2017, le 23 août 2017 pour être précis. Il commence à y avoir des traces de salmonelle et il s'en rend compte. Et je lui ai demandé pourquoi, à ce moment-là, il n'avait pas appliqué le principe de précaution pour, effectivement, retirer, en tout cas, arrêter la production, parce que, je le rappelle, c'est 11 000 tonnes qui ont été donc rappelées. Une entreprise comme celle-là, première entreprise du marché laitier, 11 000 tonnes me semble important avant qu'on se rende compte qu'il y a un problème sanitaire sur ces produits-là. Donc il n'a pas répondu. Bien sûr, il nous a expliqué qu'il allait tout mettre en œuvre pour pas que ça se renouvelle, mais il ne nous a pas tellement rassurés de ce côté-là. Alain Bazot, je vous avais reçu sur ce plateau il y a 15 jours. On avait abordé de nombreuses questions. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les réponses à vos interrogations? Eh bien non, pas beaucoup plus. Sur les différents moments de cette crise, que ce soit l'amont, ça a été dit, qu'a fait Lactalis entre 2005 et maintenant, alors qu'il y avait déjà la présence d'une souche, a dit l'Institut Pasteur, qui est la même que celle qu'on trouve aujourd'hui. Donc ça, on n'en sait trop rien. Sur la façon de retirer du marché, il y a deux propos contradictoires entre le ministre Le Maire, qui dit que c'est lui qui a ordonné, et Lactalis qui nous dit ben non, c'est moi qui ai proposé. Donc là, on peut pas trancher cette affaire-là. Et puis après, dans la partie retrait, qu'est-ce qui a dysfonctionné? Parce que ça a dysfonctionné, clairement, puisque on s'y est pris à plusieurs reprises, donc à minima, un petit peu, après un peu plus, enfin bon. Donc cette gestion calamiteuse des décisions de retrait, et puis après de l'application des décisions de retrait par les points de vente, que ce soit la grande distribution, que ce soit les pharmaciens, on en trouve dans les crèches, les hôpitaux.
Et là, sur ce dernier aspect, on a demandé et obtenu du ministre Le Maire qu'avant de prendre des décisions pour tirer les enseignements de cette crise, qu'on ait un diagnostic précis des dysfonctionnements par rapport au retrait. Et puis toute la partie plus amont, nous, on ne compte pas sur Lactalis pour nous dire la vérité. Que ce soit son PDG qui parle pour ne rien dire quand il s'exprime dans le GDD, à part dire qu'il s'excuse, qu'il va rencontrer les associations de consommateurs, et on attend toujours, ça fait déjà 2 fois qu'on lui demande de le rencontrer, et puis c'est silence radio. Donc ça, c'est de la com, ça doit être le PDG, c'est lui-même, et il n'en dit pas plus. Ou que ce soit M. Nallet, ce qui compte, c'est pas faire sa contrition et puis avoir aussi peu de discours clairs sur ce qui s'est passé et des engagements, notamment à s'occuper des victimes, et que ça se traduise par quelque chose de concret, recevoir les gens. Donc pour le moment, on compte, c'est pour ça qu'on a déposé plainte, on compte sur l'instruction du procureur, des services du parquet et d'un juge d'instruction. Spécialiste de communication de crise, on voit que la ligne de défense de Lactalis est contestée. Qu'en pensez-vous ? Pour comprendre la communication de Lactalis, il faut aussi comprendre quel est le timing dans lequel s'est déroulée la crise. Et en fait, on voit qu'il y a eu 3 grandes séquences. La première séquence, c'est le mois de décembre, du 1er au 26, où on a eu 3 rappels successifs de produits. Il n'y a pas eu d'emballement médiatique, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Il y a eu des actions, le parquet s'en est saisi, il y a eu des plaintes, mais il n'y a pas eu d'emballement médiatique. Il y a eu les fêtes de fin d'année, qui ont apaisé un peu l'ensemble. C'est reparti sur la deuxième séquence à partir du 3 janvier, du 3 au 10 janvier, avec un article du Canard enchaîné qui finalement stipule, ou en tout cas émet l'hypothèse que les services de l'État n'étaient pas non plus tout blancs. Et on a eu Michel-Édouard Leclerc qui a pris la parole pour expliquer qu'au niveau de la distribution, il y avait eu également des problèmes, suivis par l'ensemble des autres distributeurs. Ça, c'est la deuxième séquence, et c'est ça qui a créé finalement l'emballement médiatique, et qui a finalement poussé, que ce soit Emmanuel Macron, Stéphane Travert, Bruno Le Maire, à invectiver très clairement l'entreprise Lactalis pour la troisième séquence qui était mi-janvier, et qui a permis finalement d'exposer Lactalis médiatiquement, que ce soit sur le JDD ou la conférence de presse dans laquelle Michel Nallet s'est exprimé pour s'excuser. Là-dessus, si on doit faire un constat très rapide sur ce qui a pu manquer dans la communication de Lactalis, nous, en tout cas moi je vois 3 manques. Manque de maîtrise, manque de clarté et manque d'empathie. Le manque de maîtrise, c'est à partir du moment où une entreprise est en crise, elle a la main sur l'agenda médiatique. Parce qu'elle a l'information. Les journalistes ne vont pas la voir juste pour l'embêter. Ils vont le voir parce qu'ils ont une information que les journalistes n'ont pas. À partir de là, s'ils ne donnent pas l'information proactivement, ils subissent le timing médiatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le manque de clarté. Il y a eu 3 rappels de produits excessifs qui a créé de la confusion. Et les distributeurs l'ont d'ailleurs un peu stigmatisé. Et le troisième point, c'est le manque peut-être d'empathie au début, en tout cas les 2 premières séquences, manque d'incarnation par rapport à la séquence de crise, parce que c'était un sujet très émotionnel et on avait besoin d'un visage humain ce point, pour nous répondre. Guillaume Chevrollier, c'est vrai que les excuses sont arrivées plutôt tard, ce manque d'empathie, c'est plutôt nuisible à l'image de Lactalis. Ça, vous entendez cet argument ? Oui, mais encore une fois, le Sénat, il n'est pas là pour juger. Je pense qu'il y a une situation de crise. Je pense que cette entreprise, dès que le problème a été identifié, elle a pris les décisions, ils ont fait des choses. Après, c'est dans le faire savoir. Après, sur leur communication, mais moi, je ne suis pas venu pour parler de leur communication. Je pense que c'est identifier notre responsabilité, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais c'est aussi dire, et de faire la lumière sur cette affaire, c'est dire que la filière agroalimentaire est une filière d'excellence, que derrière, avant Lactalis, il y a des producteurs en Mayenne, autour du site de Cran, mais sur l'ensemble du territoire national, des producteurs qui sont des producteurs qui produisent dans la qualité, dans le respect de nombreuses réglementations, que le Lactalis également est soumis, comme toutes les entreprises du secteur agroalimentaire, à de nombreux contrôles, à des réglementations, et qu'il y a le problème, ils s'en saisissent, ils sont mobilisés, il y a des services de l'État aussi sur le terrain qui ont fait leur travail. Faisons la lumière sur tout ça, mais appelons aussi à la retenue, et en tout cas le Sénat, et en tout cas moi en tant que sénateur, je ne suis pas là pour juger la communication de l'entreprise, qui a son style. C'est une entreprise familiale, encore une fois, qui a ses codes. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut qu'il s'adapte. Mais d'ailleurs, le directeur de la communication nous a dit ce matin que le dirigeant, qui pour la première fois a fait un entretien dans un grand journal, prendrait ses responsabilités pour venir devant la représentation nationale, parce qu'on est dans une nouvelle ère.
Mais dans un contexte dépassionné, c'est ce qu'a dit Sophie Climat. Oui, je pense que c'est important, mais après, évidemment, à cet instant, nous les élus, comme l'entreprise, il faut avoir une pensée aux familles qui ont été impactées, ces 38 bébés qui ont été contaminés à ce jour. Voilà, bien sûr, tout le monde y pense, et je pense que Lactalis y pense naturellement. Henri Cabanel. Oui, non, mais ce qu'il aurait pu nous dire ce matin, c'est ce qu'il envisageait de faire pour corriger le tir, quoi. Et quand on lui a demandé donc quels étaient les contrôles, puisqu'il faut rappeler que c'est quand il s'autocontrôle qu'il y a un problème, qu'il avertit donc le gouvernement ou la DGCCRS. Mais c'est lui qui décide. Et donc là, il n'a pas été très clair, même si effectivement on n'est pas là pour juger. Mais on est là pour comprendre, et essayer de comprendre, et faire en sorte qu'ils comprennent qu'il y a eu une erreur, et qu'ils nous donnent des pistes de travail pour qu'on soit rassuré sur le fait que ça ne se reproduise plus. Mais ce matin, il a dit qu'il cherchait encore, que l'usine, bien sûr, la partie de l'usine était encore fermée, mais qu'il n'avait pas trouvé... Ils ne savent pas trop encore quels moyens ils vont employer pour effectivement corriger ce manquement. Comment on fait, Joël Labbé, justement pour éviter que ce type de situation sanitaire ne se reproduise ? Oui, effectivement, moi, je suis d'accord aussi qu'il faut sortir du passionnel, mais on vit de crise en crise, il y en aura encore d'autres avec ce système de massification. Ce que je pense, là, les services de l'État ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On aura à légiférer, à mon sens. Une idée pourrait être que ces sociétés qui se font de l'argent, ils sont là pour ça, mais qui se font même beaucoup d'argent sur leur transformation de produits, et bien ce soit eux qui financent les contrôles publics. Trouver un système pour abonder le budget national. Directement via les intéressés, et que ce soit les services publics, et qu'on ne se limite pas à l'autocontrôle qui est toujours limite, on s'en est encore la preuve. Alain Bazot, il y a eu un état défaillant selon vous dans cette affaire Lactalis. On voit que la répression des fraudes n'a pas forcément les moyens de mener à bien certains contrôles. Clairement, ça fait partie des éléments du diagnostic. Nous, on l'avait dénoncé déjà depuis des années à la faveur de la fameuse RGPP. Je revoyais des chiffres, là, en 2012. Révision générale des politiques publiques pour les téléspectateurs. Il y a eu une saignée dans les effectifs de l'inspection vétérinaire, moins 1000 postes, 20% en 2012. Dans les années qui ont suivi, à peu près 1000 postes à l'ADG en moins. Donc quand j'entends dire qu'il y a des nombreux contrôles, monsieur le sénateur, c'est pas vrai. Il n'y a pas de nombreux contrôles. L'État n'a pas les moyens de contrôler. Et j'imagine que dans Lactalis, alors que c'est, vous dites une entreprise familiale, ça fait un peu sourire quand vous dites familiale, on a l'impression que c'est une affaire entre 3-4 personnes. Non mais d'accord, mais l'expression familiale, ça résonne chez les auditeurs comme si c'était une petite entreprise. Ça a été dit que c'est une méga entreprise. Le leader mondial quand même du secteur, Guillaume Chevalier, ce que dire Alain Bazot. Mettre autant de choses sur le marché, on doit se doter de la capacité parallèle d'autocontrôle suffisant. Là, on ne sait pas quels ont été les autocontrôles. On n'est pas dans l'excitation, à l'UFC Que Choisir. On ne veut pas faire monter non plus le stress dans l'opinion publique. Mais on ne va pas se contenter de dire, voyons maintenant, après quelques erreurs, vous dites des erreurs, moi je dis qu'il y a des fautes. Il y a une responsabilité, l'enquête dira s'il y a même culpabilité. On ne va pas trop facilement refermer le dossier en disant voyons l'avenir. Et il faut clairement que les responsabilités soient établies. Il y a une responsabilité de l'État qui n'a pas les moyens de ses ambitions, ça vient d'être dit. On l'a vu au stade des points de vente, pharmaciens, grande distribution, il y aura des responsabilités également à mettre en œuvre. Et puis en amont, les autocontrôles. Est-ce que les autocontrôles ont donné quoi comme résultat ? Pour le moment, ils n'ont pas l'obligation de donner les résultats des autocontrôles. Là, il y a un trou dans la raquette de la législation. Il ne s'agit pas de mettre des normes, mais dans la mesure où l'État recule en termes de capacité de contrôle, qu'on est sur de l'autocontrôle qui n'est pas contrôlé par l'État, je veux dire, on ne peut pas avoir des crises sanitaires qui se succèdent. Heureusement, vous avez raison, on est quand même avec des industries qui, globalement, on a la sécurité sanitaire en France, globalement.
On ne va pas dire le contraire. Mais il y a quand même des crises qui se succèdent, qui mettent à mal la confiance des Justement, consommateurs. Alain Bazot, cette image aussi de Lactalis, il y a aussi des enjeux économiques. Amaury Bessard, est-ce que ça pourrait faire perdre à Lactalis finalement ce statut de leader mondial du secteur? Alors, une défaillance ne crée pas non plus un bouleversement des parts de marché au niveau mondial. Évidemment, à très court terme, les marques concernées vont avoir un impact négatif sur les ventes. Lactalis a beaucoup d'autres marques, Lactalis a beaucoup d'autres produits, Lactalis a beaucoup d'autres usines. Là, on n'est que sur une usine, sur 3 marques. Donc, on ne peut pas non plus diffuser cette polémique sur l'ensemble des marques. Et ça, c'est important aussi de garder raison et puis de se montrer la défaillance ne remet pas en cause l'ensemble du système. Par contre, elle montre probablement des axes d'amélioration très forts sur le système de sécurité des aliments, qui est aujourd'hui, en France, comme vous l'avez rappelé, excellent et considéré comme excellent. Ça n'empêche pas qu'on peut s'améliorer. Guillaume Chevrollier, il y a beaucoup été question aussi ce matin lors de l'audition de Michel Nallet de cette question de publicité des comptes de l'entreprise. On sait qu'il y a un amendement en ce sens qui est en examen à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi sur le droit à l'erreur. On voit là la direction de la Lactalis très réticente. Est-ce que vous comprenez cette position ? Mais c'est un autre sujet, mais on a vu que sur cette question, ils étaient ouverts à publier, déjà qu'ils étaient conformes à la réglementation fiscale et qu'ils étaient ouverts dans le cadre de l'Observatoire des prix et des marges à progresser. C'est discret à collaborer, effectivement. Et voilà, donc, et ils ont justifié leur position compte tenu de la concurrence internationale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la France, on a la chance d'avoir des grands fleurons avec un groupe qui pèse 17 milliards de chiffre d'affaires, 75 000 collaborateurs. Là, il y a un problème, mais ce n'est pas un problème qui doit mettre en cause l'ensemble du savoir-faire depuis de nombreuses années de ce groupe. Donc, de cette crise, il faut en tirer les bons côtés. Et je pense que ce soit sur la communication d'entreprise, ils vont revoir leur stratégie, et sur la transparence des comptes, ils attendent une évolution de la législation. D'ailleurs, ce matin, c'est un point qui fait débat aussi au sein de la représentation nationale, parce qu'il faut faire attention, là on peut pas partir uniquement de l'entreprise, d'une façon générale, à ce que nous, en France, nous n'imposions pas à nos entreprises, familiales ou entreprises implantées sur le territoire national, des contraintes ou des exigences qui les mettent en difficulté dans le cadre de la compétition internationale qui porterait atteinte à leur compétitivité. C'est ça l'équilibre. Donc là, il faut faire la lumière, mais il ne faut pas forcément rajouter en termes de réglementation, donner des moyens de contrôle, d'autocontrôle bien sûr, mais veillons à ce qu'on ne fasse pas une loi d'exception supplémentaire. Henri Cabanel, sur ce point. Mais sur ce point, j'ai posé aussi la question ce matin. Dans la loi Sapin 2, on a largement débattu ici au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça aboutit à une loi qui demande donc aux entreprises de publier leurs comptes. Lactalis fait partie de ces entreprises qui ne publient pas les comptes et j'ai exprimé à M. Nallet le devoir qu'il avait, tout simplement de respecter la loi. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il a mis en avant quelques arguments justement par rapport à la concurrence. C'est un débat qu'il y a eu lieu quand on a discuté de la loi. Certains de mes collègues se sont exprimés en disant qu'ils n'avaient pas voté cette loi. Oui. Mais bon, il y a eu débat, il y a une majorité qui s'est exprimée, il y a une loi, on l'applique. Et elle est applicable par tout le monde, et y compris par Lactalis. Joël Labbé, il faut cette transparence des comptes, c'est été rappelé, c'est la loi Sapin 2, Lactalis doit s'y soumettre ? Dans la mesure où c'est dans la loi, oui. Et puis je ne vois pas en quoi la transparence dérangerait l'entreprise. Ça les dérangerait sûrement par rapport aux producteurs qui les fournissent. Il ne faut pas oublier dans quel état on a mis les producteurs, les agriculteurs laitiers français, dans quel état le système, parce que c'est un système qui les a mis ainsi. Ça, il faut véritablement que l'on tire les leçons de cette crise, et pas pour sortir de la crise et on continue. Il y a les mouvements vers la reterritorialisation de l'alimentation. Alors on va dire c'est de l'utopie, c'est dépassé. Il faudra qu'on y revienne et d'une façon organisée, et même d'une façon industrielle ou du moins artisanale très, très, très poussée, de telle sorte qu'on ait une véritable traçabilité. La question du marché mondial du lait, cette concurrence exacerbée
on se rend compte où ça nous mène et on ne fera pas le poids par rapport à... J'ai vu, c'était la semaine dernière, une émission sur la production de lait en Nouvelle-Zélande. Je suis sidéré avec les impacts abominables sur l'ensemble de l'environnement néo-zélandais. Alors, il doit y avoir des accords bilatéraux entre la France, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande très bientôt là. Si les produits alimentaires agricoles sont là-dedans, ça devient de plus en plus catastrophique. Il est temps d'en sortir. Eh bien, merci d'être venu pour en parler sur ce plateau. Merci à vous, Joël Labbé, merci Henri Cabanel, merci Alain Bazot, merci Amaury Bessard, merci à vous, Guillaume Chevrollier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes sur Public Sénat à 18h30. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain, 15h.